toutes et tous, bonsoir Mélissa d'Acosta. Bonsoir. C'est un immense honneur de vous accueillir ici pour la première fois à la librairie Martel. Nous sommes nombreux et nombreuses ce soir. Je vous remercie. Afin de permettre à chacun d'avoir un moment avec Mélissa d'Acosta, je propose un échange d'environ 20 minutes. Mélissa d'Acosta, vous êtes l'autrice qui a vendu le plus de livres en France en 2023 et en 2024. Aujourd'hui, vous venez pour votre dernier roman, Tenir debout, paru aux éditions Albin Michel le 14 août 2024. Comment ce livre est né dans votre esprit? Je crois que ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de décortiquer le couple à travers un roman, mais je ne savais pas forcément sous quelle forme. Mais voilà, envie d'analyser les dynamiques d'un couple, avec un roman pas forcément très lumineux d'ailleurs. Et l'idée m'est venue alors qu'on préparait la sortie en librairie de Les Douleurs Fantômes. Donc, avec mon éditrice, on faisait des relectures pour le retravailler. Et il y a deux personnages dans Les Douleurs Fantômes, Tim et Anton, qui forment un couple qui est ravagé par le handicap, justement, et qui est rongé d'amertume, de violence, de culpabilité. Et en le lisant, je me suis dit, ça mérite un traitement à part entière, en fait, ça, le couple face au handicap dans le quotidien. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. D'ailleurs, on parle du couple. Vous écrivez « Un couple, c'est s'aider à atteindre la mer, coûte que coûte, peu importe les efforts qu'il faut déployer pour y parvenir, et se maintenir l'un et l'autre à la surface pour affronter les vagues. L'amour est-il plus fort que tout, plus fort que la maladie, par exemple ?» Vaste question. J'ai envie de croire que oui. si on n'a pas d'espoir et d'optimisme, il est compliqué d'avancer, mais oui, l'amour et l'amour de soi, je crois aussi, parce que finalement, dans le parcours de mes deux personnages, à un moment donné, quand il y a que de l'amour, quand il y a que du don de soi et du sacrifice de la part d'Éléonore, ça ne fonctionne plus, elle est sur le point d'imploser. Et donc c'est en se donnant de l'espace à elle aussi, en se découvrant, notamment à travers l'écriture, qu'elle s'en sort. Et à l'inverse, François aussi, finalement, le moment où il se remet debout dans le sens symbolique, c'est le moment où il se retrouve lui, où il retrouve l'amour de soi et l'estime de soi. Et donc je pense que évidemment l'amour et les proches et l'affection, la tendresse, tout ça c'est hyper important. Et finalement, ce qui sauve au final, c'est cet amour de soi aussi. Oui, c'est une première étape qui est très très bien décrite tout au long du roman et bien sûr sur la fin. C'est vraiment l'introspection que les personnages vont faire sur eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Oui. Dans le roman, on a des thèmes comme le deuil, la maladie, l'amitié, les relations toxiques, notamment avec la doublure, les nouveaux départs. Vous écrivez justement sur ces sentiments de la vie, ces sentiments de la vie de tous les jours. Comment réussissez-vous à capter aussi subtilement les sentiments humains? J'en sais trop rien. À vrai dire, j'en sais trop rien. Depuis toute petite, en tout cas, je trouve que l'humain est une matière très intéressante à étudier. J'adore écouter les récits des autres, lire des livres, écouter des témoignages. Vraiment écouter, observer. Et pendant longtemps, pendant des années, je me rêvais psychologue, je rêvais d'étudier la psychologie, d'aller encore plus décortiquer la psyché humaine, les relations, l'interdépendance. Donc c'est une matière qui m'intéresse. Et après, je pense qu'il faut la sensibilité doit jouer, et puis l'écoute des autres, essayer de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et donc là, en tant qu'actrice, ça vous donne un terrain de jeu incroyable. Ah oui, complètement. Vous avez débuté, avant d'être l'autrice la plus vendue, je le rappelle, en 2023 et en 2024. Vous avez quand même détrôné des cadors qui étaient là depuis quelques années. Vous avez débuté dans l'auto-édition. Et comment vous vivez ce changement, en fait, ce changement de notoriété, de passer de l'auto-édition à être édité chez Albin Michel? On peut quand même souligner que c'est quand même une très très belle maison. Oui. Comment on vit cette évolution en tant qu'autrice et que femme? En fait, ça a été finalement assez rapide. J'avais quand même les deux premiers romans que j'avais écrits, j'avais 25 et 26 ans.
Et c'était ce qui deviendra plus tard Je revenais des autres et les douleurs fantômes. Et donc, ces deux-là, j'avais tenté plus ou moins de les déposer sur Amazon, mais sans comprendre les codes je ne savais même pas que ça s'appelait de l'auto-édition, j'avais pas en tête les codes, j'ai pas spécialement fait de promotion. Voilà, je les ai déposés, puis il s'est absolument rien passé, donc c'est un peu passé aux oubliettes. Et puis 2 ans ont passé et j'écris Tout le bleu du ciel. Et là, je me dis, bon, je vais de nouveau tenter de le déposer en ligne. Et là, j'entends parler de monbestseller.com, donc une plateforme vraiment dédiée à la découverte de nouveaux auteurs, à la lecture. Mais là, ça se passe ultra vite. En fait, je le dépose le 25 janvier et dès le lendemain, j'ai les premiers téléchargements. Le surlendemain, j'ai un premier commentaire de lecture. Et en fait, ça a été assez fulgurant. En une semaine, il est passé dans le top du site internet. Du coup, on m'a proposé de répondre à une interview sur cette toute petite plateforme. Hein. J'ai été repérée coup de cœur du mois et puis sélectionnée pour un prix concours. Et en fait, on m'a proposé un contrat d'édition. Tout ça en l'espace d'à peine 5 semaines. Donc en fait, j'ai pas passé de longs mois dans l'auto-édition, ça a été assez brutal et surprenant. Et donc le roman est sorti, alors dans un premier temps dans une petite maison d'édition, Carnet Nord, qui a fait faillite quelques mois plus tard d'ailleurs. Donc ça a été une belle sortie littéraire, un beau succès, mais pas dans les proportions que je peux connaître aujourd'hui non plus. Et puis c'est quand il a été récupéré au livre de poche que vraiment là, il a commencé à se passer quelque chose. Et par la suite, en étant récupéré chez Albin Michel, et puis là, tout s'est enchaîné en quelques années. Je dirais que ça a encore l'air d'un rêve éveillé pour l'instant. Même si je réalise de plus en plus, mais tout a été si rapide et si facile, entre guillemets, que ouais, je suis encore un peu incrédule et émerveillée par ce qui m'arrive. Oui, puis comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pendant votre pause, on a les lecteurs que l'on mérite, et vous méritez de très beaux lecteurs avec vos livres. Sûrement. Votre roman Tout le bleu du ciel a été adapté en film récemment, et j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que l'on ressent déjà quand on a la demande, la proposition, et ensuite quand on voit ses propres personnages mis à l'écran. Quel est votre ressenti en tant qu'autrice? Alors, c'est jamais vraiment facile. Alors, je pense que tout auteur a quand même ce petit rêve secret de se dire un jour peut-être mon livre sera porté à l'écran. C'est un petit peu comme une consécration, avec à la fois la certitude que ce ne sera plus tout à fait son livre. Voilà, ça on le dit dès le début. Logique. Oui. Parce que la rythmique d'écriture romanesque et pas la même chose que mise à l'écran. Donc c'est complètement. Et puis, on confie son roman à un ou une scénariste, un ou une réalisateur qui, eux, ont leur patte artistique et veulent aussi en faire quelque chose à leur image qui leur ressemble. Ils n'ont pas la même vision du texte que nous, donc il y a à la fois beaucoup de bonheur à céder ses droits et à la fois, on sait que c'est un abandon ouais, en quelque sorte, un abandon de son texte parce qu'on n'aura pas forcément son mot à dire, ni de poids dans tout ce qui suivra. Donc il faut une bonne dose de lâcher prise. Moi j'ai choisi de considérer que mes bébés c'était les livres. Et que un film ce serait le bébé d'un réalisateur qui permettrait au livre de continuer sa vie, d'aller conquérir d'autres publics. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. C'est exactement ça, et ce qu'on a pu voir sur d'autres ouvrages, je vais citer par exemple Alexandre Dumas, mais ça permet une seconde vie au livre, ça permet de faire revenir les gens en librairie qui par exemple vont découvrir Tout bleu du ciel par l'écran et se dire « Ah bah tiens, ça m'intéresse d'aller lire les livres », hop hop hop, et puis ils vont lire les suivants. Donc c'est aussi une très belle porte d'accès pour vos ouvrages et pour la littérature. Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant, je vais vous poser une question parce que je suis un peu curieuse et je n'avais pas posé cette question-là aux auteurs. C'est vos habitudes d'écriture. Est-ce que vous vous mettez en ermite? Est-ce que vous mettez de la musique? Comment vous aimez écrire? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'écriture. On s'imagine que l'écrivain s'isole seul pendant des semaines, écrit la nuit. Je pense que pour la plupart des auteurs contemporains, on est très très ancré dans le réel. On a des vies de famille avec des obligations, des enfants à amener à l'école. Donc c'est nettement moins fantaisiste. Mais alors,
Quand je suis en phase d'écriture, parce qu'on n'est pas toujours en phase d'écriture, nous les auteurs, moi quand je démarre un roman, j'en ai en général pour entre 6 et 8 mois. Donc quand je suis en phase d'écriture, il est quand même très très rare que je n'écrive pas. Alors j'écris pas le mercredi parce que j'ai des enfants en bas âge, voire très bas âge. Et j'écris pas le week-end parce que il faut faire vivre sa vie de famille, sa vie amicale. Donc, tout simplement, j'ai 4 jours par semaine, mais de façon très classique, comme si j'avais des horaires de bureau pendant lesquels j'écris tout ce que je peux. Par contre, il n'y a pas de temps mort. Hein. Je flâne pas, je fais rien d'autre. Et puis, dans ces périodes d'écriture, je m'y remets très souvent le soir parce que je suis incapable de lâcher mes personnages. Si je prends le train, comme aujourd'hui, pour venir vous voir, j'écris dans le train. Voilà, je grappille le moindre temps libre pour écrire. Et puis quand un roman se termine, il y a toujours une phase pendant laquelle on n'a pas forcément une idée pour le suivant. Donc après, il peut s'écouler plusieurs mois, 3, 4 ou plus, hein, pendant lesquels là, on n'est pas du tout en phase d'écriture. Et vos phases de relecture avec votre éditeur, vous n'avez pas de regard, vous, votre regard est-il très critique sur votre travail? Comment vous regardez votre travail? Oui, il est quand même assez critique et en fait, j'ai toujours eu un voire deux romans d'avance. Alors, non pas que je me force à tout prix à avoir des romans d'avance, mais il se trouve que jusqu'à présent, ça a été le cas et j'aime beaucoup ça parce que là, je suis en train de relire un roman que j'ai d'avance et qui est prêt depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et alors, en fait, on a un recul incroyable sur le roman. Et là, je le reprends quasiment de zéro. Mais je trouve que c'est une chance parce que quand on termine un roman, on n'a pas du tout le recul, on a le nez dans le guidon, donc il nous paraît très bien. Et c'est bien d'avoir ces longs mois, voire ces années où on l'oublie et on le redécouvre. Moi, je le redécouvre comme une lectrice. Il y a plein de scènes que j'ai complètement oubliées. Et j'aime ça. Du coup, je suis assez critique avec moi. Et je vais au-delà des critiques de mon éditrice quand on le corrige toutes les deux. Elle va pointer quelque chose. Il y a d'autres choses que moi, je vais venir pointer. Mais après, je ne suis pas du genre à ne pas pouvoir m'arrêter de corriger non plus. Il y a un moment donné où je suis satisfaite quand même. Vous avez un projet de roman qui va sortir en janvier 2026. Oui. Est-ce qu'on peut en avoir quelques mots? Non, je vais me faire discuter. Voilà. Il est là? Non, si, il est là. Ah non, non. Bon, j'ai essayé. Non, c'est trop loin, là, je peux pas te... Même pas un mot? Un thème? Non. Non. J'ai vraiment essayé, je suis navrée. Je réfléchis, mais... Il faudra revenir en 2026. J'ai une dernière question pour vous. Quel est votre livre de chevet actuel? Alors, en ce moment, livre de chevet, c'est celui que je lis actuellement. Alors, celui que je lis actuellement, en fait, j'en lis 2 en même temps. Parce que c'est 2 ambiances complètement différentes. C'est 2 copines autrices, en plus, qui sont chez Albin Michel et qui ont sorti leur roman en mars. Zoé Brisby, qui a écrit Hollywoodland, et qui m'amène un peu de la lumière d'Hollywood, les paillettes, et puis Sophie Talmen, qui est plutôt dans le domaine du médical, de la famille, d'un drame, et donc je jongle de l'un à l'autre. Un jour je pioche dans l'un, l'autre jour je pioche dans l'autre. C'est les 2 autrices que je lis en ce moment. Merci infiniment, Mélissa. De rien. Merci beaucoup. Et puis, je vais pouvoir vous laisser partager un moment avec notre autrice. On va faire comme d'habitude pour ceux qui sont habitués et surtout par ordre d'inscription, parce que vous êtes très nombreux ce soir. Donc, ce sera rangé par rangée en commençant par le numéro 1 qui doit être là. Eh bien, merci à toutes et à tous et je vous souhaite de passer une excellente soirée.